voulais commencer ce matin par l'aérien et un peu les sous-jacents au niveau du secteur. Et donc là, on vous a remis en 2000 ce qui était le monde, ce qui étaient les méga-hubs aériens au niveau mondial. Et donc vous voyez aux États-Unis, voilà, ça disparaît au profit de l'Asie. Et vous aviez en bas la petite courbe qui montrait la part de marché sur 100% entre les États-Unis en rouge, l'Europe en bleu et puis l'Asie en jaune. Si vous regardez maintenant, donc on voit clairement un gros rééquilibrage sur l'ensemble de ces territoires. Si vous regardez maintenant les grands hubs au niveau mondial, on en a pris 3. On a pris en Europe Paris-Charles de Gaulle. Et vous allez observer qu'à la fois ils sont mondiaux, mais avant tout, ils sont extrêmement régionaux. Vous verrez que c'est la même chose pour Pékin, où on a énormément, et sur Atlanta aussi, où là vous avez un gros hub qui est effectivement très régional. Donc à la fois ils sont internationaux et à la fois ils sont très concentrés régionalement, et c'est normal, c'est eux qui vont driver une très grande partie de la demande, et forcément il y aura une corrélation assez forte avec le développement hôtelier ou le développement de l'hébergement marchand. Si on regarde maintenant la compétition entre le top 5 de chacune de ces grandes zones, et on va le faire sur 3 grands marchés. On va commencer par les hubs. Donc vous avez toujours en jaune l'Asie, les États-Unis en rouge et l'Europe en bleu. Et dans l'Europe, il y a Charles de Gaulle, mais il y a aussi Heathrow. Alors, je ne sais pas comment on va compter l'année prochaine, on verra comment ça va se passer. Mais donc on voit qu'en termes de grands hubs, en total de passagers, vous avez effectivement quelque chose qui devient très proche entre l'Asie et les États-Unis. On voyait tout à l'heure sur la présentation de Georges, on voyait ce fameux slide sur les évolutions des passagers internationaux et que l'Europe était loin devant. Le problème dans cette statistique, c'est qu'en Europe, on va compter l'Allemand qui va en France, le Français qui va en Espagne, etc. Mais on ne va pas compter celui de Chicago qui va à New York, celui de New York qui va à Las Vegas. Et c'est pareil en Asie, quand on a des continents-États, on ne voit pas vraiment le trafic. En tout cas, là, on voit un peu mieux le trafic. Quand on voit maintenant les compagnies aériennes, donc le top 5 compagnies aériennes en Asie, aux États-Unis et en Europe, là également, on a toujours aussi British Airways, on voit que effectivement le delta est encore un peu différent. Et donc, on peut imaginer, on a bien vu que les Chinois se lançaient maintenant dans une concurrence à Airbus et Boeing. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que comme Airbus et Boeing vont passer leur temps à se battre juridiquement entre Trump et l'Europe, ça laissera la possibilité aux compagnies aériennes de continuer leur développement et de rattraper leur retard sur les États-Unis. On verra ce qu'on arrivera à faire en Europe. Et puis maintenant, si on regarde le top 5 des groupes hôteliers et intercontinentaux et en bleu au niveau européen, on voit effectivement qu'entre le top 5 asiatique, le top 5 américain et le top 5 européen en termes de nombre de chambres, on a quand même ce glissement des masses et des volumes vers l'Asie. On aurait pu également vous faire un ranking en EBITDA, et ça aurait été peut-être un peu moins anxiogène où les deltas auraient été moins importants. Mais bon, en tout cas, en volume, en masse et en offre, voilà comment fonctionnent un peu les grands équilibres au niveau mondial. Alors, si on regarde le classement, on voit effectivement qu'il n'y a pas énormément de changements, il y a des bonnes dynamiques. On voit que Marriott a une croissance organique qui est assez forte. On voit Jin Jiang, on va rentrer dans le détail et que l'ensemble de ces groupes hôteliers ont plutôt une proportion à être en asset light, comme on l'a évoqué, moins chez les Chinois. Vous voyez la partie own and lease qui est en jaune sur le graphique. Et on va faire un petit focus rapide sur Jin Jiang, parce qu'effectivement, en l'espace de 5 ans, depuis 2013, alors il y a une première acquisition avec Louvre-Hôtel, puis ensuite en 2016, cette fusion interne entre opérateurs chinois avec Vienna et Plateno. On a Sarovar en Inde, mais c'était un peu plus marginal. Et puis plus récemment, sur la fin d'année dernière, on a également Radisson Hotel Group, et donc ce qui finit de propulser en nombre de chambres Jin Jiang en tant que numéro 2. Il y a une petite chose que Georges a évoquée rapidement. Alors, ce n'est pas le nouvel iPhone, c'est un nouvel opérateur qui vient d'Inde, qui s'appelle Oyo. Là, ça y est, on a commencé à le voir, là, maintenant on comprend un peu ce qui se passe, avec une croissance assez phénoménale. On n'avait jamais vu ça. On avait des croyances qui étaient des croyances extrêmement solides et fortes. On était en train de regarder à droite, on disait
Sur l'hôtellerie traditionnelle, les groupes traditionnels, jamais il faut 50 ans pour arriver à rentrer dans le top 10 mondial, où il faut des acquisitions monstres, enfin ça prend quand même beaucoup de temps. Donc on a trouvé encore plus rapide que Xinjiang, ce sont les Indiens de Oyo, et pendant qu'on regardait à droite, eux à gauche, ils ont fait des choses assez intéressantes. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'investissement? C'est SoftBank, où il y a une levée de fonds en septembre 2018, qui a investi 500 millions de dollars dans Oyo pour permettre l'accélération. Mais c'est là où ça devient assez intéressant, c'est qu'il y a un autre camarade de l'autre côté de l'Atlantique qui lui aussi a investi dans Oyo, puisque Oyo fait aussi de de la location d'appartements meublés. Et donc c'est Airbnb qui a mis à peu près 200 millions de dollars, là en avril, très récemment, dans Oyo, et avec un partenariat assez important, puisque vous allez avoir demain la distribution des Oyo sur la plateforme Airbnb, et probablement vice-versa. Donc il y a à la fois une prise de participation et un partenariat en termes de distribution. Et puis bien évidemment, même si Airbnb ne fait pas de l'hôtellerie, ils ont racheté Hotel Tonight. On voit qu'on a une vraie accélération sur ce sujet de la thématique de l'hébergement marchand au sens large. L'hôtellerie n'étant qu'une composante de cet hébergement marchand quand on regarde le marché du point de vue du client. Et donc tout ça, en l'espace de 5 ans, alors c'est simple, ça fait un petit milliard par année, entre 2013 et aujourd'hui, et donc ça valorise l'ensemble à peu près à 10 000 dollars la chambre. Voilà, et ça a été fondé en 2013. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas encore coté, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est intéressant. Donc vous voyez Oyo, en bas, vous avez Oyo Home et Oyo Hotel, et si je vous affiche la même page chez Airbnb, vous avez maintenant la possibilité d'aller réserver directement ou de façon très spécifique des hôtels. Alors, autre chose qui est intéressant, et vous l'avez vu tout à l'heure dans l'introduction, c'est quelque chose qui s'appelle Nido, qui est aux États-Unis. Vous en avez 2, puis d'autres sont dans le pipeline, où là, vous avez une vraie approche immobilière de ce que va être le co-living, le home sharing, enfin en tout cas, quelque chose d'assez hybride dans l'approche. Vous avez la possibilité de vivre ici, vous voyez en bas à gauche, ou de rester ici, et ça ne vous aura pas échappé. C'est Powered by Airbnb. Alors, avant, dans les ordinateurs, il y avait Intel Inside. Maintenant, il y a Airbnb Inside qui effectivement va opérer sur un modèle. Je ne vais pas passer très longtemps dessus, mais en gros, vous pouvez être propriétaire, vous avez le droit de sous-louer, vous êtes dans une vraie logique de promotion avec des promoteurs immobiliers. Et donc, il y a ce partenariat, et on verra, c'est un peu le fil conducteur de cette journée, sur qu'est-ce qu'est un opérateur d'assets, un opérateur d'actifs, pas un propriétaire, pas un asset manager, mais un opérateur d'actifs. Et donc là, on a un concept intéressant. Est-ce qu'il y en aura 1000? Est-ce qu'il y en aura 50? C'est toujours des faisceaux faibles qui est intéressant d'observer. Alors tout ça, c'est toujours bien de comprendre les cycles dans les cycles et de faire un peu les poupées russes, mais il y a un cycle sous-jacent qui est assez intéressant, c'est les super cycles de l'immobilier. Dans les super cycles de l'immobilier, vous aviez, avec l'apparition de l'acier et du béton armé, la densification des milieux urbains. Donc vous avez le Waldorf Astoria dans les années 20 et les années 30. Et donc on a monté en densification urbaine effectivement les centres-villes, le downtown. Et puis ensuite, on a connu la révolution de l'industrialisation de masse. Ça, c'était avant-guerre aux États-Unis. En Europe, on a connu ça après-guerre. Et donc vous aviez les motels d'autoroute avec Holiday Inn qui s'étaient implantés, qui répondaient à cette montée en équipement, au développement des routes ou autres. Et puis aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère où on va redensifier downtown, on va redensifier les centres-villes avec beaucoup plus de technologie et une approche beaucoup plus sur le service et l'expérience. Et tout ça amène à des nouveaux enjeux au niveau immobilier. On en parlera cet après-midi parce que les deux présentations sont assez connectées, mais on voulait commencer par cette partie un peu grand train. Et je pense que c'est important de comprendre comment le sous-jacent immobilier nous emmène aussi dans une logique assez macro qui parfois nous échappe quand on regarde que l'hôtellerie. Donc forcément, si les investisseurs et les règles de l'immobilier deviennent encore plus critiques et plus importantes, forcément la notion d'EBITDA sur mètre carré, de return on equity, de retour sur l'equity est beaucoup plus important, et donc il y a tous les sujets de diversification, enfin d'attractivité, on l'a vu avec les projets hybrides, de diversification des sources de revenus pour aller générer effectivement le maximum de cash flow sur les actifs, et voilà, et tout ça sont les équations qui vont être de plus en plus importantes pour les investisseurs immobiliers. Donc pour finir ce matin, vous voyez qu'aujourd'hui, on voit que les opérateurs évoluent dans cette logique-là. Alors je vais vous décrire rapidement, vous avez Airbnb
qui est sur l'appartement, la location de meublés. Ensuite, il fait Nido sur la partie co-living. Pour simplifier, on n'a qu'à appeler ça co-living. Il a pris des participations dans Oyo et Hotel Tonight sur la partie hôtellerie. Et il a racheté Gaest, qui est une société de coworking au Danemark, pour aller développer cet aspect de coworking. On a également, pour l'instant encore un peu moins gros, Mama Shelter et Mama Work. On a WeWork qui est effectivement sur le coworking, mais qui a maintenant créé WeLive sur la partie de co-living. Et puis on a Accor avec One Fine Stay, et puis Accor sur l'hôtellerie. Tout ce qui a pu être fait avec Noctis ou autre sur la partie bar, entertainment, divertissement. Et puis Wojo maintenant avec l'aspect de coworking. Et puis demain, on voit aussi que dans tous ces espaces de coworking, on a beaucoup de wellness, toute la partie santé, sport qui est en train de se développer. Et probablement que c'est encore une piste où on verra de plus en plus les opérateurs s'intégrer sur ces métiers-là pour aller gérer les actifs pour le compte d'investisseurs et leur générer le rendement et l'attractivité maximum. Et il y a un petit truc marrant aussi, c'est que parmi les investisseurs, si on prend Covivio, eh ben lui aussi, il décide de plus en plus d'être son propre opérateur sur ses actifs. Et donc, il a Wellio pour le coworking, il a des hôtels de plus en plus en franchise, voire parfois sans enseigne pour quelques-uns, parce que ce sera une tendance de fond, on laissera les gens de Covivio répondre à cette question. Et également en Allemagne, le premier projet de co-living qui est fait sur l'Allemagne. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup et à cet après-midi.